Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons parler de Berserk et tout particulièrement des moments les plus choquants de ce manga, il faut le dire, emblématique, on va pas se mentir. Berserk est l'un des mangas les plus sombres jamais écrits, bien que l'œuvre magistrale du regretté Kentaro Miura a su quand même trouver un équilibre délicat entre les moments de profonde humanité et les pires atrocités que les humains peuvent s'infliger les uns aux autres, sans même parler des créatures cosmiques maléfiques surpuissantes qui régissent cet univers pour le moins torturé. Cela dit, on va s'intéresser à présent aux moments les plus hardcore du manga Berserk, qui est devenu tristement célèbre pour détenir certaines des scènes les plus violentes et perturbantes de toute l'histoire de la fiction, rien que ça. Et alors que certains auraient pu éventuellement dire que Berserk est allé trop loin à certains endroits, eh bien, les fans du manga, dont je fais évidemment partie comme vous le savez, en revanche soutiennent que ces moments d'horreur cosmique indicibles sont justement ce qui définit le manga, en plus de son exploration des profondeurs sombres de l'âme humaine. Alors bon, forcément, plongeons-nous dans le top 10 des moments les plus choquants, les plus what the fuck de Berserk, ceux qui ont à la fois défini et dépassé les limites de ce que beaucoup considéraient comme étant acceptable dans un manga. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer forcément avec notre numéro 10. Eh bien, la séquence de la chambre d'inquisition de notre ami Mosgus, qui se passe durant le chapitre 135. Alors, notre ami Mosgus, le grand méchant de l'arc Conviction comme chacun sait, est un prêtre fanatique convaincu que torturer les hérétiques, eh bien, ça l'amènera à voir la lumière. Donc voilà, comme vous le savez, Mosgus étant tout de même un personnage tridimensionnel, profond, non manichéen, et montrant toutes les facettes du fait religieux. Voilà, là on parle quand même d'un personnage subtil. Vous sentez à peine mon sarcasme, je pense. En tout cas, ce Torquemada version Berserk possède effectivement un donjon conçu spécifiquement pour la torture d'hérétiques. Et oui, voilà, forcément, si cette scène se trouve dans mon top, c'est pas pour rien. Et bien voilà, cette séquence est, il faut le dire, assez atroce, puisqu'on voit cette sinistre pièce de torture, et on voit Mosgus et ses potes tortionnaires donc diriger cette chambre d'inquisition, où ils commettent toutes sortes d'indescriptibles atrocités, je ne sais pas comment le dire autrement, sur le corps humain, le corps de ces pauvres innocents. Les survivants sont bénis, tandis que les morts sont damnés, forcément. Et évidemment, ces méthodes sont censées refléter celles de l'Inquisition espagnole, mais il est correct de faire remarquer tout de même que les méthodes de torture présentées dans Berserk sont évidemment exagérées et stylisées, comme il est courant d'ailleurs dans les œuvres de fiction de faire ça, spécialement dans le genre Dark Fantasy. Je voulais juste être clair là-dessus, et malgré cela, bon, voilà, mettons ça de côté, cette scène demeure quand même marquante, faut le dire, tout en restant relativement modérée. Et c'est ça où effectivement on commence à avoir peur, comparé aux horreurs qui nous attendent un peu plus bas dans cette liste. Et donc forcément, puisqu'on en parle, le numéro 9, le massacre de Wyald et des Chevaliers du Chien Noir. Donc tout le mini-arc avec Wyald, c'est-à-dire au chapitre 59 jusqu'au chapitre 69. Bon, alors les apôtres font, comme vous le savez, de base partie des monstres les plus vils du genre fantastique et tout particulièrement du monde de Berserk. Mais Wyald, il faut le dire, en tient carrément une couche. Voilà, parce que Wyald, donc un apôtre à l'apparence simiesque, avec sa dégaine de chimpanzé, se porte volontaire pour traquer la bande du Faucon, après qu'ils aient libéré Griffiths de prison, et il en profite pour aller s'amuser en tuant tout le monde. Dans le premier village qu'il rencontre, sans parler qu'il vait une pauvre femme innocente, le truc bien gerbant comme vous le savez. Et la même femme d'ailleurs, on la retrouvera hélas, encastrée sur une pique, servant de porte-étendard au chien noir. Donc voilà, niveau choquant, je pense que là, on est effectivement assez haut. Et la situation continue à partir en couille. Puisque, bon, lorsque Wyald rattrape la bande du Faucon, il en profite pour essayer de V Casca, voilà, en mode tentacule bondage. Miura, que l'on respecte tous, parfois pète un câble, et là, clairement, il l'a serré. Mais bon, voilà, heureusement que Guts l'arrête in extremis en lui coupant le zboubinou. Donc bon, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi, et il n'est absolument pas étonnant que les chapitres Wyald, entre guillemets, aient été systématiquement exclus de toutes les adaptations Berserk. Quand tu vois ça, tu dis, ouais, finalement, le manga, voilà, il se porte mieux sans. Il se porte bien mieux sans, je trouve. Franchement, Wyald ne sera pas regretté. Bon, allez. Numéro 8, Yvan, on parlait d'une tentative de V. Eh bien, on va reparler d'une autre tentative de V. Désolé, on est dans Berserk, moi j'aimerais éviter de parler de tout ça, mais... Que voulez-vous? C'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, le roi du Midland agresse sa fille, chapitre 39 et 40. Alors,
Bien que cette atrocité puisse paraître un peu faiblarde en comparaison des horreurs cosmiques de Berserk et des représentations de la capacité à l'humanité, donc à faire le mal et tout ça, le caractère relativement ancré dans la réalité de cette scène, la scène dont on va parler tout de suite, eh bien la rend d'autant plus odieuse. Bon alors je vous la fais courte, le roi du Midland, jusque-là présenté comme une figure d'autorité raisonnable, se met à serrer complet lorsqu'il découvre que Griffiths a une relation, on va le dire picota avec sa fille Charlotte. En conséquence, le roi fait emprisonner et torturer Griffiths pour avoir osé coucher avec sa précieuse fille. Mais on comprend assez rapidement que le roi n'agit pas par instinct de protection paternelle, mais bien par jalousie. Et c'est là que ça commence à devenir un peu ultra dégueulasse, puisque le roi tente ensuite de faire des trucs pas très catholiques à sa fille, qui le repousse fort heureusement à coups de penalty kick. C'est une scène ultra choquante, je pense que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, et qui n'a évidemment jamais été adapté, que ce soit dans l'anime de 97 ou la trilogie de 2013. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai toujours trouvé que Charlotte était quand même ultra vénère. Je veux dire, la meuf, elle pèse 30 kilos, et elle arrive à exploser la gueule du roi, lui casser les dents, et lui ouvrir l'arcade, mais avec un seul pied, et en plus, avec un seul pied, je veux dire, avec un seul coup de pied, et un petit pied, en plus. La meuf, attends, c'est Wanderlei Silva ou ça se passe comment? Bref, le roi mourut 2 ans plus tard de maladie, seul, délirant et séparé de sa fille Charlotte. C'est quand même chaud de voir un homme jusque-là sage plongé totalement dans la folie. Et le mieux, au niveau de l'écriture, c'est que lorsque l'on relit le manga, on se rend compte que finalement l'attirance malsaine que le roi nourrissait envers sa fille était finalement subtilement foreshadowée. Parce qu'on le voit assez rapidement dans l'âge d'or que le roi du Midland c'est quelqu'un de bien. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions a posteriori. Pourquoi il ne marie pas sa fille? Voilà. Pourquoi à chaque fois il la garde auprès de lui? Bref, c'était des indices subtils. Voilà, c'est des indices subtils. Montre encore une fois que Miura sait écrire. Allez, on passe au 7ème, et voilà, on passe d'un V à un autre V. Désolé encore une fois, je suis vraiment désolé. C'est terrible, c'est Berserk. Et voilà. Donc Gambino qui vend Guts à l'infâme Donovan pour 3 pièces d'argent. Putain, ça va pas coûter cher. Et bon, je pense qu'il va sans dire que Guts a mené une vie adulte plutôt difficile. Je veux dire, l'éclipse n'est clairement pas une partie de plaisir, mais son avance n'est pas en reste. Né d'une femme morte, Baby Guts est adopté par le mercenaire Gambino, qui l'élève de manière brutale, d'autant qu'il le tient responsable de la mort de sa femme, Sis. Ce qui fait que, la paternité de Gambino ne dure pas longtemps, puisque pour y mettre fin, il a suffi de 3 pièces d'argent. Bon. Parce que oui, après une escarmouche, Gambino se voit approché par un collègue mercenaire, le grand et très costaud Donovan, qui lui propose d'acheter Guts 9 ans et toutes ses dents pour la nuit. Hélas, Gambino accepte et Guts, je pense que cela va sans dire, passe l'une des pires nuits de sa vie. Le petit finira quand même par buter Donovan peu après, mais la trahison de Gambino, qu'il considérait jusque-là comme son véritable père, l'a brisé pour toujours en fait, en plus de l'avoir rendu phobique d'être touché par qui que ce soit. Et forcément, cette partie de l'histoire de Guts a été totalement coupée des adaptations de Berserk. Au numéro 6, avec Guts, cette fois, là on parlera pas de V heureusement, qui manque de tuer son propre enfant nouveau-né. Bon, alors, peu après l'éclipse dont on parlera plus tard, évidemment, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qui sera placé en première position. C'est même pas un spoil, je pense que tout le monde le savait, bref, en tout cas. Après l'éclipse, il est révélé que Casca est enceinte de l'enfant de Guts. Cependant, le contact plus qu'étroit, pour rester poli, qu'elle a eu avec Griffiths/Femto a maudit l'enfant, hélas. Et Casca donne ainsi naissance prématurément à un fœtus possédé, absolument ignoble, qui est en fait sous-entendu être à moitié démon. Et quand je dis sous-entendu, en réalité c'est dit noir sur blanc. Et Guts, comprenant la situation, est horrifié et manque de tuer l'enfant dans un accès de rage impulsive. La tentative d'enfanticide de Guts est néanmoins stoppée par Casca, protégeant son petit, tandis que l'enfant disparaît peu après pour réapparaître à intervalles réguliers afin de rendre visite à ses parents. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, et c'est là où effectivement on voit l'originalité dans Berserk, c'est que l'enfant démon, donc, en dépit de son apparence ignoble, aide vraiment ses parents à de multiples reprises, notamment Casca, mais également Guts. Et donc là-dessus, c'est assez original. C'est vrai que quand on voit ces espèces de fœtus dégueulasses, on se dit, putain, il a pas l'air très commode. Mais finalement, il ne que du bien à ses parents. Donc non, c'est bien écrit, y a pas de souci, encore une fois. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles, qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc, pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors,
Créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui aginalise, eh bien mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, bon, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, bon, voilà, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. On passe à la 5e position avec, eh bien, El Famoso Arc des enfants perdus. Avec Rosine, qui transforme les enfants en elfes. Et toutes les dégueulasseries qui s'ensuivent. Alors bon, l'arc des enfants perdus, évidemment, jamais adapté encore en animé. C'est ignoble. D'ailleurs, je crois que c'est même pas adapté en jeu vidéo, ça n'a jamais été adapté, alors que c'est certainement l'un des meilleurs arcs de Berserk ever, faut dire la vérité. Pour être honnête avec vous, je considère que dans cet arc, il y a les meilleures planches à l'affilée. C'est-à-dire que, évidemment, il y a plein de planches tout au long du manga Berserk qui sont devenues légendaires, mais dans l'arc des enfants perdus, c'est la séquence où il y a le plus de planches, de dessins absolument iconiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, durant le combat entre Guts et Rosine, il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est que des bangers. C'est-à-dire que tu tournes la page, banger. Miura, calme-toi, quoi. En tout cas, revenons quand même à nos moutons. Contrairement à bien des fictions, les enfants n'ont jamais été vraiment sécurisés dans Berserk, hélas. Mais Rosine pousse cela à l'extrême le plus sombre. Donc Rosine est effectivement une apôtre qui utilise ses pouvoirs pour réaliser ses fantasmes de petite fille, qui est de simplement régner sur un royaume d'elfes. Pour cela, elle enlève des enfants des villages environnants et les transforme en elfes. Semblable à Puck, sauf que leur idée de s'amuser à ces elfes, eh bien, c'est de jouer comme des adultes. Et ce qui consiste tout gentiment à s'entretuer dans de véritables combats ultra sanglants, et on vous passera les scènes de V syndicales dans Berserk, voilà. Miura n'a pas l'air de pouvoir écrire des chapitres sans mettre du V. C'est quand même un truc de fou. Autant le dire tout de suite, la transformation des enfants en elfes se fait par une métamorphose répugnante, qui implique, il faut le dire, d'être fondus dans un cocon. Pire encore, les elfes reprennent leur forme humaine une fois morts, et Rosine justifie ses actes par sa croyance compréhensible, d'ailleurs, au vu de son passé bien kéroné, que tous les adultes sont pas très gentils. Et justement, Guts prouvera un peu son point de vue lorsqu'il l'attaque brutalement et tente de la tuer par tous les moyens nécessaires, allant jusqu'à utiliser une innocente petite fille, Jill, comme appât, afin de la battre. Et le pire dans l'histoire, c'est que Rosine n'a rien à voir avec la vengeance de Guts finalement, puisque de l'Eclipse, elle n'a pas été membre, elle n'a pas participé à l'Eclipse. Bon, bah, ça reste quand même une enfoirée. Quand même, faut pas l'oublier. Allez, on passe à la suite, et donc à l'attaque du Grook, qui se passe effectivement durant l'arc Conviction, il me semble. Donc, chapitres 147 et 148. Alors, selon les standards de Berserk, ben, bon, les orgies hédonistes perpétrées par un culte dédié à Slan, bah, c'est relativement modéré. Et celle-ci, justement, survenue au milieu, comme je l'ai dit, de l'arc de la Conviction, n'était même pas la première du genre dans le manga des orgies, voilà, c'était limite la 47e. Le truc, en fait, ce qui distingue cette séquence de d'autres, c'est ce qui se passe à mi-chemin. Au milieu de la débauche, des âmes perdues attaquent les cultistes et prennent possession de leur corps. Et au milieu de ce chaos, la figure de proue du culte, un homme portant une tête de chèvre, bon, voilà, un mec bien dégueulasse, ça c'est certain, est possédé et donc se transforme en une espèce de véritable démon chèvre, le Grand Bouc, et tente d'alors, évidemment, agresser Casca. Comme toujours, voilà, avec le mot qui commence par V, lui révélant ses parties génitales. Voilà, bah écoutez, on est dans Berserk, hein, bienvenue dans Berserk, et qui sont maintenant d'ailleurs devenus un véritable serpent vivant. Bon, ok, super. Heureusement, Guts intervient, tue le Grand Bouc avant que la situation ne dégénère davantage. Et on vous passera bien sûr le cannibalisme, ou le fait que cette dingue de Nina, notre frisé au lardon de son état, eh bien, balance son mec à bas d'une falaise juste pour le lol. Évidemment, là, il s'agit d'un pur régal.
Bon allez, on passe au top 3, avec, écoutez, l'épisode traumatique de notre ami Farnèse, avec El Famoso Cheval. Et je suis vraiment désolé, mais on va repartir dans l'univers du V. Alors, disons-le poliment, Farnèse est une meuf plutôt refoulée, et en plus d'être excitée par les bûchers, elle aime s'auto-flageller pour passer le temps. Mais lorsque Guts décide de kidnapper Farnèse afin de s'échapper des griffes des chevaliers des chênes, ils se font tous attaquer par les habituels monstres qui harcèlent Guts, depuis qu'il a la marque du sacrifice en tout cas. Ces âmes maléfiques possèdent des animaux errants, dont un cheval pas très sympa, et qui agresse une Farnèse à moitié nue, nous donnant l'un des plus gros mèmes du manga. Je veux dire, merde, même les chevaux veulent te V dans ce manga de taré. Je veux dire, excusez-moi, là, on est entre le choc et le fou rire nerveux. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train d'un peu de ricaner. C'est pas que le V me fait rire, c'est juste que c'est tellement over the top, c'est tellement abusé que voilà quoi. Enfin bref, encore, si je vous parlais de toutes les scènes de V, je t'assure, la vidéo elle ferait 30 heures. Bref, d'ailleurs, voilà, numéro 2, Guts Force Casca, chapitre 189-190. Donc voilà, on parle de V, on va continuer à en parler, désolé. Hein. Donc une scène de tentative de V, autrement plus grave, parce qu'il s'agira effectivement là de Guts qui essaiera de faire des trucs pas très catholiques à Casca. Pire encore, sur une Casca dans un état infantile. Bon, en gros, tandis que Guts, Casca et Puck voyagent ensemble, Guts se met malencontreusement à étrangler Casca, alors que je crois qu'il se fait posséder par une espèce de démon, enfin bref en tout cas, ce qui rendra forcément la jeune femme terrifiée de lui. Elle s'enfuira peu après, mais tombera sur un groupe d'hommes qui essaie de laver. Voilà, je sais pas quoi dire. Et bon, ses instincts de guerrière heureusement reprennent le dessus, poussant Casca à tous les massacrer, comme à la bonne époque. Et quand Guts débarque, Casca l'attaque, Guts l'immobilise, la jette à terre, et se voit presque submergé par son alter ego. La bête des ténèbres, qui tente de libérer ses désirs et sa colère refoulée sur la pauvre Casca, lui mordant la poitrine jusqu'au sang. Et on voit ensuite une espèce d'hallucination atroce de Guts, en mode bête des ténèbres, qui dévore Casca vivante. Enfin bref, voilà, c'est AGRB. Et ça symbolise clairement la frustration intérieure de Guts, qui sent que la présence de Casca le détourne de son objectif de vengeance principale envers Griffiths. Et bon, finalement, Guts se reprend à la fin, mais bon, le mal est quand même fait. Et il passera le reste du manga à essayer de réparer son lien avec Casca en vain. Bon, on va passer à une mention en aura, même si j'ai pas trop envie d'en parler, évidemment. Il s'agira encore de V, mais cette fois, il s'agira de V par des trolls. Voilà, la fameuse grotte des trolls qui est absolument... dégueulasse, je sais pas quel autre mot utiliser, j'en parlerai pas plus, bon j'en ai marre de parler de ça, je vais pas vous mentir, parler de V pendant 20 minutes, je vais vous avouer que je crois que je vais aller vomir. Bref, terminons ça rapidement, parce que là, je veux dire, j'aime beaucoup ce manga, mais c'est vrai que parfois Miura, bon, on l'aime bien, surtout à l'endroit où il est maintenant, bon, ne parlons pas mal des morts, mais voilà quoi. Je pense qu'il aurait peut-être été mieux d'y aller un peu plus mollo avec la carte V quand même, parce que là, parfois tu te dis, bon, il y a peut-être exagération. Allez. Salut les mecs, ou plutôt re-salut les mecs, puisque là, effectivement, il s'agit du Yaji du futur, El Famoso Mirai Yaji. Et je vais donc vous expliquer d'un bon pas pourquoi cette vidéo vous semble familière, puisque oui, effectivement, je pense qu'il n'aura pas échappé à la plupart d'entre vous que je l'avais déjà posté. Ce top 10 des moments choquants de Berserk, il y a quelques temps de cela, en fait. Le problème, c'est qu'elle a été démonétisée. Et c'est pour cela que je me permets effectivement de la reposter, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret particulièrement dark derrière tout ça, oui, voilà. Faudrait quand même pas oublier de mettre la fameuse daronne à l'abri, comme vous le savez. Et donc, si la vidéo n'est pas monétisée, non seulement il n'y a pas d'argent dans ma poche, donc bon, déjà là, il est question d'une véritable tragédie, mais en plus, YouTube, étant donné qu'il ne pourra pas se servir de cette vidéo pour faire de la pub, eh bien, ne poussera pas cette vidéo. Donc voilà, ça m'a un peu fait chier, donc bon, vous avez tout compris. Après, comme je n'ai pas forcément juste envie de vous détrousser sans rien vous donner en retour, eh bien, écoutez, j'en profite effectivement afin de rajouter d'autres moments choquants de Berserk que je n'avais pas eu le temps de mettre dans la vidéo d'origine, donc voilà, c'est cadeau, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc on va parler à présent des moments choquants de Berserk dont j'avais pas parlé effectivement dans la vidéo d'origine. C'est parti. Alors, déjà, parlons des chapitres 133 à 143. Bon, là, les experts de Berserk sauront qu'il s'agit de l'arc des châtiments, de l'arc de la tour de la conviction, où on voit Guts tranquillement et sans trembler du menton, laisser des centaines de réfugiés donc d'Albion mourir, en fait. Puisque Guts tient Casca dans ses bras au sommet d'Albion dans Berserk à la fin de l'arc de la conviction, et en tant qu'anti-héros,
Guts, la morale, c'est pas forcément un truc de fou. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un héros bienveillant non plus, c'est un mec plutôt sympa, mais faut pas le faire chier. Et bon, d'autant plus que lors de son combat contre Mosgus, son instinct de violence et son égoïsme sont poussés à l'extrême. Et en bref, Guts choisit de protéger Casca et de tuer Mosgus, même si ça signifie laisser des centaines, et je dirais même des milliers de réfugiés, terrifiés, crever horriblement. Alors que bon, bah, comme vous le savez, Griffiths s'incarne physiquement dans le monde pour la première fois depuis l'éclipse. Bon, on va le dire, l'amour que Guts voue à Casca est admirable, mais il a quand même condamné des innocents pour elle. Donc voilà. C'était peut-être l'une des décisions les plus difficiles pour notre ami l'épéiste noir, et bon, c'est peut-être l'un des actes les plus sombres, les plus obscurs, les plus discutables qu'un héros de manga ait jamais fait. Même si, bon, les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est vrai que tout le monde s'en bat les couilles, en général quand on parle de moments choquants, on ne parle pas de ce moment-là, mais c'est vrai que quand même, bon, Guts, bon, il a vu des gens crever, il a dit, bon, bah, ok. Bah après, c'est pour ça que Guts c'est sympa, hein, je veux dire, si c'était un héros sans cœur et sans reproche, bah, il serait beaucoup moins intéressant, c'est pour ça qu'on l'aime, le Guts, évidemment. Ensuite, toujours avec Casca, puisqu'on parlait d'elle, eh bien on va parler par contre là, bon, des chapitres 348 à 354. Là, bon, il s'agit de l'éclipse, encore une fois, mais dans les cauchemars de Casca. Et effectivement, lorsque Shirk et Farnèse décident de restaurer l'humanité de Casca, bah, les deux doivent pénétrer dans l'esprit de cette pauvre femme, et donc traverse ses rêves, ses cauchemars, qui avaient été donc transformés en espèce de songe assez terrifiant, surtout à cause de ses souvenirs refoulés de l'éclipse. Donc, on va le dire, les rêves de Casca sont des abstractions terrifiantes de son traumatisme. Elle se voit elle-même comme une poupée protégée par un chien blessé, donc le chien blessé, on imagine, représentant Guts. Bon, c'est vrai qu'en général, on représente Guts par un chien, étant donné que la bête des ténèbres est un chien, donc forcément Guts serait un chien. Mais bon, moi, s'il y a bien un animal qui représente Guts, pour moi c'est le poisson. Voilà, c'est le poisson qui saute, le saumon, bien entendu, qui saute un peu à l'encontre du fleuve du destin. Bon, après... c'est Miura, hein. C'est Miura qui décide de la symbolique de ces personnages, mais voilà, si je devais utiliser un animal pour Guts, pour représenter Guts, ce serait le poisson, voilà, mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'éclipse, on redécouvre l'éclipse à travers les yeux de Casca, et c'est assez terrible. Voilà, c'est assez atroce, on va pas se mentir. Ensuite, allez, on fait un bond dans le passé, en reparlant un peu de l'arc de l'épéiste noir, où on voit effectivement, voilà, je pense que là, en termes de compteur de effectivement, là, on a dépassé la centaine. Je suis vraiment désolé, hein. Je déteste ce type de langage, je sais que je répète effectivement tout le temps dans mes vidéos. Vous m'excuserez, j'essaie de me soigner, mais c'est effectivement compliqué. Voilà. En tout cas, lors de l'arc de l'épéiste noire, on voit un antagoniste mineur, le comte, bah, enfin même si mineur, bon, il a quand même mangé ce pauvre Pipin. Donc voilà. En tout cas, il est là, il veut buter Guts, mais, et c'est ça qui est intéressant avec le conte, c'est que finalement il a un cœur, puisqu'il ne veut pas sacrifier sa fille bien-aimée Theresia, alors que pourtant, bon bah Guts l'a mis mal en point, et que pour survivre, bah il a besoin de resacrifier quelqu'un afin de reprendre un peu de poids de la bête. Mais il refuse de sacrifier sa fille Theresia, et donc bah forcément les God Hand le punit, et dans une espèce de cauchemar un peu psychédélique, le conte est un peu traîné dans le vortex des âmes, afin de souffrir pour l'éternité. Voilà. Bon, on va le dire, c'est certainement une manière inhabituelle hein, pour un antagoniste de manga de sortir de l'histoire, et là on va le dire que bon, il a payé la mort de Pipin, là le conte, ça on peut le dire, voilà. Allez, on continue avec le moment, il me semble, qui conclut l'arc Fantasia, il me semble, hein, je crois, où les monstres fantastiques du monde, du plan astral, entrent dans le monde, et il me semble d'ailleurs que je crois qu'il y a une espèce d'arbre, je sais pas quoi, qui fait en sorte de fusionner le plan physique et le plan astral. Voilà, bon bref, il y a Ganishka, le rugissement du monde astral, l'arc Fantasia, nanani, nanani, nana. D'ailleurs, il me semble qu'en fait, c'est ce moment qui a ouvert l'arc Fantasia. C'est pas ce moment qui a fini l'arc Fantasia. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas vu cet arc. En général, pour vous dire la vérité, quand je lis Berserk, je m'arrête à l'arc Conviction. Enfin, après l'arc Conviction, genre, lors du combat entre Guts et Zod, voilà quoi. Après, voilà, je m'arrête parce que ça n'a plus trop d'intérêt. J'ai relu le manga totalement, même si bon, totalement, est-ce qu'on peut dire totalement, vu que le manga n'est pas fini, mais peut-être 2-3 fois, mais bon, voilà. Après l'arc de la Conviction, mes connaissances sont pas forcément énormes. Je vais pas me mentir. En tout cas, je suis beaucoup moins un expert de Berserk après l'arc Conviction plutôt qu'avant l'arc Conviction. Bref, en tout cas, les plans physiques et astrales sont finalement devenus un, et des monstres tout droit sortis des légendes de je ne sais quoi, de naguère, apparaissent soudainement parmi les mortels. Des dragons, aux hydres et bien plus encore.
Et c'est assez ironique, puisque l'épée tueuse de dragon de Guts, autrefois jugée inutile car trop lourd, surtout qu'il n'y avait pas de dragon à combattre, donc quel intérêt d'avoir une épée tueuse de dragon s'il n'y a pas de dragon? Bah là, justement, bah, elle devient utile, puisque les dragons sont devenus réels, finalement, voilà. Donc Godot n'aura pas charbonné pour rien. Et on va finir cette petite mention honorable du futur avec Ganishka. Puisque là, effectivement, j'en ai parlé, hein. Au milieu de l'arc du Millennium Falcon Arc, ou je sais pas, il me semble que c'est l'arc du Faucon Millénaire, c'est ça? Bref, en tout cas, au milieu de cet arc-là, Ganishka pète un plomb, et il devient une espèce de méga ultra apôtre, dominant, je crois, quasiment la planète, un peu à l'aune d'un God End, d'une certaine manière. Et le nouveau corps de Ganishka, on va dire, a une espèce de méga masse de tentacules, le faisant un peu ressembler à un arbre un peu Lovecraftien, visible à des kilomètres, quoi. Tout simplement. En plus, il parle bizarrement, en fragments. Voilà, il considère tout le monde comme des petites fourmis à écraser. Bref, c'est un moment assez choquant, et bon, voilà, je voulais quand même en parler, même si bon, sans plus. Bon, alors voilà. J'espère que ce contenu supplémentaire vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous laisser avec le Yaji du passé, qui se fera un plaisir effectivement, celui-là aussi il était gratuit, de vous présenter le moment le plus choquant du légendaire manga Berserk. Parlons du numéro 1, tout le monde le sait, l'éclipse, hein, volume 13. Bon, voilà, volume 12 et 13. Alors, l'éclipse de Berserk est sans doute l'un des événements les plus cauchemardesques de toute la fiction. Voilà, bon, les personnages aimés et respectés, tels que Corcus, Pipin, Judo et le reste de la bande du Faucon, sont brutalement tués et même torturés, pour certains. Pire, ils sont sacrifiés par leur commandant, bien-aimé Griffiths, qui répond à leur loyauté en les sacrifiant sur l'autel de ses rêves. Et à ce stade du manga, Guts et les lecteurs que nous sommes sont profondément attachés à la bande du Faucon. Les voir dévorés vivants, et même pire, par les apôtres, est tout simplement abominable. Mais bon, cela reste évidemment un chef-d'œuvre d'écriture, car la décision de Griffiths fait totalement sens, puisqu'il se dit que s'il ne va pas au bout de son rêve maintenant, toutes les personnes qui sont mortes pour lui par le passé seront mortes pour rien, donc autant aller au bout. Mais aussi cauchemardesque que l'éclipse soit, le sort de Casca est indéniablement le moment le plus terrifiant et déchirant du sacrifice de Griffiths, et au lieu de la dévorer, les apôtres essaient de V Casca, encore une fois. Bon voilà, finissons cette vidéo rapidement, avant de la remettre à Femto, qui est donc un Griffiths renaissant et maléfique. Et voilà, bon, on va terminer cette vidéo avec ça. Il V Casca sous les yeux de Guts, c'est quand même compliqué de faire plus révoltant, sans parler de Guts qui se coupe le bras pour aller sauver Casca en vain. Enfin voilà, bref. J'arrête ma vidéo ici, je pense que... je pense que c'est... pour vous dire la vérité, c'est vrai que en écrivant le script de cette vidéo, je me suis dit ouais, ça va être sympa, mais finalement, non, j'ai pas trop pris de plaisir à vous dire ça. C'est vrai que c'est quand même choquant, putain. On lit des trucs de dingue en secret quand même, putain. Il y est pas allé de main morte, hein. Il est clairement pas allé de main morte. Bon allez, en espérant que la vidéo vous ait plu, prenez soin de vous. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.